Salut tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur matreal.com. Alors c'est la deuxième partie du tutoriel sur le langage de programmation Python dans lequel on va voir les fonctions avancées de ce langage, à savoir donc les fonctions, les classes et les modules, ainsi que la programmation orientée objet. Donc je vais vous introduire à ce concept de programmation orientée objet et on va voir ensemble comment on peut utiliser toutes ces fonctions avancées pour coder de façon beaucoup plus efficace en Python. Alors tout d'abord, petit rappel du setup que j'ai mis en place pour tester mes scripts. Donc j'ai un fichier t.py, donc un fichier Python que j'ai ouvert dans Sublime Text et que je vais lancer à chaque fois avec mon invite de commande ici en naviguant sur le desktop, donc cd desktop, et en lançant le fichier, donc en appuyant sur la touche T et en appuyant sur Entrée, ça va automatiquement lancer mon fichier t.py. Alors avant toute chose, je vais revenir 5 minutes sur la concaténation. Donc je vous ai montré une méthode pour concaténer nos variables quand on fait un print par exemple. Donc la méthode qu'on utilisait, c'est de mettre des plus à chaque fois. Donc par exemple on mettait print, là on mettait bonjour, ensuite on mettait un plus, on mettait le nom de ma variable, on remettait un plus et on mettait le texte qu'on voulait afficher après. Donc ça a le mérite d'être assez clair pour les débutants, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Donc tout de suite je vais vous montrer quelle méthode on va utiliser pour le reste des tutoriels pour afficher comme ceci du texte, mais d'une meilleure façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une méthode desString qui existe dans Python et qui va nous permettre d'assigner des variables à notre chaîne de caractères. Donc par exemple, ici, je vais commencer ma chaîne de caractères, je vais écrire quelque chose, donc je vais dire bonjour, je m'appelle. Là, on va lui donner une variable, donc on va créer une variable nom. On va dire Pierre et âge, on va mettre 5. Et donc là, je vais lui dire que je veux insérer ma première variable. Donc pour faire ça, on va faire des accolades comme ceci. Et on va lui donner un index. Donc là, je vais lui dire 0. Donc là, des accolades avec un index qui vont nous permettre, avec la méthode format du string, d'afficher une variable à la place de ce 0 entre accolades. Donc là, je dis bonjour, je m'appelle. Et après mon string, donc après les guillemets ici, je mets un point, j'utilise format. J'ouvre les guillemets pour lui passer des arguments. Donc là, je vais lui dire les variables que je veux utiliser. Et donc là, je vais lui dire que je veux utiliser non. Donc à la place du 0 ici, il va afficher non. Donc on fait un test. Je vais mettre tout ça dans un print. Comme ceci. Et je vais lancer le petit script. Et là, vous voyez qu'il arrive bien à m'afficher bonjour, je m'appelle Pierre. Et donc là, pourquoi on a un index ici? Parce qu'on va pouvoir afficher plusieurs variables à la suite et même les réutiliser. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dire bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai. Et là, on remet des accolades et on met un autre indice. Donc là, je vais mettre et j'ai accolade 1. Et donc là, à la place du 1 ici, il va nous mettre la deuxième variable qu'on va lui passer. Donc pourquoi 0 et 1? Donc parce qu'on se rappelle qu'en Python, ça commence toujours à 0. Donc le 1, ça va être la deuxième variable qu'on lui donne. Donc là, je mets nom et âge. Donc à la place de 0, il va mettre le nom et à la place de 1, il va mettre l'âge. J'enregistre, je relance. Et là, il me dit bien, bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai 5. Donc là, on va juste rajouter 5 ans. Et ça va nous afficher notre phrase. Et donc ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'on va pouvoir réutiliser ces petites accolades avec les indices n'importe où dans notre phrase ici. Donc là, si on veut changer la syntaxe et mettre plutôt Pierre, enfin non, donc là on va mettre le nom, désolé, donc on va mettre 0. Donc ce qui va nous afficher Pierre, et on va mettre son âge, donc 0 à 1 an. Donc là, ça va remplacer 0 par Pierre et 1 par son âge. Donc j'enregistre et je relance. Et là, on voit bien que ça marque. Bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai 5 ans. Pierre a 5 ans. Donc, c'est vraiment une autre façon de fonctionner. Donc, on a vraiment toute notre phrase ici avec les variables qu'on va insérer là où on veut. Et à la fin, on formate tout ça et on lui passe les variables qu'on veut afficher. Donc, c'est peut-être plus clair pour certains. En tout cas, c'est la méthode qui est préconisée pour faire un affichage de nos chaînes de caractères, donc de nos phrases avec des variables. Et donc, c'est cette méthode qu'on va utiliser pour la suite des tutoriels.
Alors maintenant, on va voir les fonctions. Donc les fonctions, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un bloc de code qu'on va pouvoir mettre donc à l'intérieur d'une fonction et après, dans notre code, quand on va vouloir rappeler donc toutes les lignes de code qu'on va avoir entrées, on n'aura plus qu'à rappeler la fonction, donc ça va tenir en une ligne et ça va faire appel à tout ce bloc de code qu'on aura défini dans notre fonction. Donc on va refaire l'exemple de la table de multiplication avec des fonctions pour vous montrer comment ça marche. Alors tout d'abord, pour créer une fonction, il va falloir la définir. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour définir une fonction? C'est très simple, on va entrer le mot def, donc qui va servir à définir notre fonction, et là vous voyez que Sublime Text détecte automatiquement qu'on veut faire une fonction, donc là j'appuie sur Tab, et là il nous met la syntaxe pour créer notre fonction. Donc notre fonction, on va l'appeler table de multiplication, comme ceci. Et ici, on a le mot pass. Donc pass, qu'est-ce que c'est? Donc ça veut tout simplement dire que par défaut, on n'a rien pour l'instant dans notre fonction, donc il va tout simplement passer à la suite et ne rien exécuter. Alors là, je vais remplacer pass par un print et je vais lui dire de m'afficher bonjour. Je lance mon script et là rien ne s'affiche. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre fonction est définie, notre script sait que la fonction table de multiplication existe, mais on ne l'a pas encore appelée. Donc pour appeler une fonction, c'est très simple, il suffit d'entrer son nom, donc table de multiplication, suivi de deux parenthèses. Et donc maintenant, si on enregistre et qu'on relance notre script, il affiche bien bonjour, donc ce que j'ai mis à l'intérieur de ma fonction. Alors, pourquoi on met des parenthèses? Bien, c'est parce qu'on va pouvoir lui passer des arguments. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec le format, donc quand on a fait un format ici et qu'on lui a passé les variables nom et âge, eh bien, on va pouvoir faire la même chose ici avec notre fonction, puisqu'en fait, format, c'est aussi une fonction qui prend des arguments, donc on va faire la même chose avec notre table. Donc, on va mettre un argument ici, donc on va définir notre fonction, et on va lui dire que le premier argument, ça va être texte. Et donc pour afficher ce texte ici, donc on va afficher notre variable texte et il va falloir qu'on lui passe quelque chose quand on crée notre fonction, quand on l'appelle. Donc table de multiplication ici, je vais devoir lui passer du texte à afficher. Donc moi je veux afficher une chaîne de caractères, donc je vais lui passer la chaîne de caractères bonjour. Donc là, la variable texte ici qu'on a définie, qu'on va pouvoir réutiliser dans notre fonction, va prendre la valeur de ce qu'on lui envoie, donc texte va être égal à bonjour. Alors on fait le test, on lance notre script et là vous voyez que ça fait exactement la même chose, ça marque bonjour, sauf que cette fois on va pouvoir modifier le texte à l'appel de notre fonction. Donc là je vais pouvoir par exemple appeler plusieurs fois ma fonction et lui dire bonjour, bonsoir, au revoir par exemple, j'enregistre, je relance et là on a bien bonjour, bonsoir, au revoir. Donc on n'a pas besoin à chaque fois de venir dans notre fonction pour éditer le texte qu'on va afficher. On peut directement le changer à l'appel de notre fonction en lui passant en argument cette chaîne de caractères ici. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir lui passer plusieurs arguments. Donc là, après texte, je mets une virgule et je vais lui dire nombre. Et ici, je vais pouvoir lui passer un deuxième argument, donc à savoir un nombre, donc par exemple 3. Donc là, ça peut être n'importe quoi, hein. Je pourrais mettre blabla, et ça va aussi prendre la valeur 3, donc blabla va être égal à 3, c'est pas obligé d'être texte, nombre, etc. Ça peut être vraiment n'importe quoi, tout ce que vous voulez, et donc là, je vais pouvoir faire un print, donc print texte et print blabla. Alors maintenant c'est nombre, désolé, donc print texte et print nombre. Je relance et là vous voyez que ça marche bonjour et 3. Et donc ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est pas forcément y aller dans l'ordre, puisque là vous voyez que texte est le premier argument ici, donc il va prendre la valeur de la première variable que je lui envoie, donc bonjour, et là nombre va prendre la valeur 3, mais je peux aussi spécifier précisément qu'est-ce que je veux assigner à quoi. Donc là je pourrais y aller dans le sens inverse en disant nombre égale 3 et texte égale bonjour. J'enregistre, je relance et là vous voyez que ça me fait exactement la même chose, mais là j'y suis allé dans le sens inverse, j'ai vraiment spécifié à quoi je voulais assigner cette valeur. Donc 3 je l'assigne à nombre et bonjour je l'assigne à texte. La dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est assigner des valeurs par défaut, puisque là si j'ai deux arguments ici que j'utilise dans ma fonction mais que je ne donne pas de valeur à ces arguments quand j'appelle ma fonction, eh bien on va avoir une erreur puisqu'il me dit qu'il manque deux arguments.
Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir donner des valeurs par défaut. Donc je veux que par défaut texte soit égal à bonjour et que nombre soit égal à 3. Comme ça, si jamais on oublie de mettre ici, de passer des arguments quand on appelle notre fonction, eh bien on aura de toute manière bonjour et 3 qui vont s'afficher puisque c'est les valeurs par défaut qu'on a définies dans notre fonction. Alors maintenant qu'on a vu comment ça marche, on va entrer dans le cas concret de notre table de multiplication et on va refaire l'exemple qu'on avait dans le précédent tutoriel. Donc là, je vais tout simplement lui fournir un nombre, donc je vais lui dire nombre. Et ici, je vais par exemple lui passer 2 pour qu'il m'affiche la table de 2. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire une boucle. Donc pour i dans le range 10, je vais faire un print. Donc print quoi? Donc là on va réutiliser la méthode format qui va nous permettre d'afficher notre table de multiplication. Donc je vais lui dire d'imprimer donc 0, donc là on va lui passer notre première variable, fois notre deuxième variable, égale notre troisième variable. Alors là je me suis trompé, j'ai mis 0, donc c'est 0 fois 1 égale 2. Et donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire un format, et on va lui passer ce qu'on veut afficher ici. Donc en premier, on va afficher i, en deuxième, on va afficher nombre, et en troisième, on va afficher i fois nombre. Donc là, on va bien avoir 0 fois notre nombre, donc 0 fois 2 égale 0 fois 2. On enregistre, on lance, et là, on a bien notre table de multiplication. Donc 0 fois 2 égale 0, 1 fois 2 égale 2, etc. Et là, on va pouvoir lui passer une autre valeur ici, donc on va pouvoir par exemple lui dire affiche-moi la table de multiplication de 5, et là vous voyez que ça marche pareil, ça s'update, on a 0 fois 5, 1 fois 5, etc. Donc c'est très pratique les fonctions, puisque pour afficher notre table de multiplication, on n'aura pas à réécrire tout ce code ici à chaque fois, on a juste besoin d'appeler notre fonction avec son nom ici et la valeur qu'on va lui passer. Donc là c'est un petit exemple, il y a 2 lignes de code, mais vous allez voir que par la suite on va pouvoir faire des fonctions avec 10, 15, 20, 50 lignes de code, et ça va donc être très pratique d'avoir tout ça dans une fonction pour ne pas surcharger nos fichiers, nos scripts Python. Alors dernière chose sur les fonctions, ici on a vu qu'on pouvait appeler une fonction et par exemple imprimer le résultat de notre table de multiplication, mais des fois on va vouloir récupérer le résultat des opérations qu'on a faites dans notre fonction ici. Donc là par exemple si à la place de ça je fais un print et que je mets nombre fois 5, j'enregistre, je relance, là il va nous afficher 25 et donc c'est bien sympa, on a bien affiché le résultat de cette opération ici, mais moi ce que j'aimerais c'est récupérer ce résultat dans une variable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va créer une variable et on va appeler en fait la fonction en définissant notre variable. Donc là je vais créer une variable, ma variable égale table de multiplication 5, et donc à l'intérieur de cette variable on va récupérer le résultat de cette fonction. Alors pour récupérer le résultat de ce qu'on va faire ici, il va falloir utiliser le mot return. Donc qu'est-ce que ça va faire return? Ça va retourner en fait le résultat ici dans notre variable. Si on n'a pas de return, eh ben, il va tout simplement exécuter le code qu'on a dans notre table de multiplication, mais il ne va rien retourner à notre variable ici. Donc là si on fait un return nombre fois 5, et qu'après on print ma variable, je relance et là ça affiche bien 25, donc c'est la même chose sauf que cette fois le résultat nombre fois 5 ici est contenu dans ma variable. Donc les fonctions sont utiles pour ça aussi, puisqu'on va pouvoir faire des opérations, faire des opérations sur des listes, sur des chaînes de caractères, des nombres, etc. et récupérer le résultat de toutes ces opérations dans une variable qu'on va pouvoir réutiliser après par la suite. Alors dans cette partie, je vais vous introduire au concept de module. Donc on va pas y passer trop de temps, on aura l'occasion d'y revenir dans de futurs tutoriels sur des logiciels très précis, puisque les modules en fait vont nous permettre d'organiser notre code. Donc quand on va faire des plugins plus poussés, plus avancés avec plusieurs centaines de lignes de code, c'est là que ça va vraiment nous être très utile et qu'on va pouvoir aller vraiment plus dans le détail. Pour l'instant, je vais vous montrer à peu près qu'est-ce qu'on peut faire avec les modules, à quoi ça sert et comment les utiliser. Donc là, dans notre fichier t.py, on a défini notre fonction, etc. Donc c'est bien pratique, mais ça peut être un petit peu embêtant si on a à définir toutes nos fonctions ici dans notre fichier. Ça peut devenir un petit peu illisible. Donc ce qu'on peut faire, donc là je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler tutoriel. Et à l'intérieur de ce dossier,
je vais créer deux fichiers PY. Donc je vais créer un premier fichier monscript.py et un deuxième fichier qui va être monmodule.py. Donc dans ce fichier ici, ça va être comme mon module principal, et là ça va être mon script que je vais utiliser pour afficher mes fonctions, etc. Donc dans mon module, je vais l'ouvrir ici, je vais prendre ma fonction table de multiplication, je vais la coller ici. Donc là, dans mon module, j'ai une fonction table de multiplication qui va me retourner mon nombre x 5. Donc je vais enlever tout ça ici. On reviendra tout à l'heure à notre t.py. Pour l'instant, je travaille dans mon module. Donc dans mon module, je mets cette fonction ici. Et dans mon script, je vais pouvoir importer mon module et donc importer cette fonction. Donc d'un côté, on aura notre module avec toutes nos fonctions qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir définir. Et dans mon script, on va appeler nos fonctions, on va faire nos opérations, etc. On va afficher ce qu'on veut, etc. à partir des fonctions de notre module. Donc un module, qu'est-ce que c'est? On a plusieurs modules en fait par défaut dans Python. Donc par exemple le module OS qu'on va utiliser souvent et qu'on va importer comme ceci. Donc un module, ça s'importe, donc on va faire import OS, et donc là on va avoir accès à toutes les fonctions, toutes les classes, les méthodes, etc. Du module OS. Donc ça va par exemple nous servir plus tard pour faire des opérations sur des fichiers, donc par exemple pour créer des fichiers, pour aller chercher quelque chose dans un dossier, etc. On va utiliser le module OS. Donc ça c'est un module de Python, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est disponible quand on installe Python, et donc on en a plusieurs comme ça. Par exemple on a aussi le module random. Donc là si je fais par exemple print random comme ça, donc je vais chercher la fonction random de ce module, et donc là je vais lancer ce script ici. Donc c'est mon script, je le lance. Là vous voyez qu'il m'affiche un nombre au hasard. Donc par exemple le module random va nous permettre d'afficher avec la fonction random ici un nombre au hasard. Donc c'est très très utile, on va souvent les utiliser. Et donc là, dans mon module, j'ai ma table de multiplication, et donc dans mon script, je vais importer mon module. Donc je fais import mon module, et comme ça, je vais pouvoir utiliser cette fonction ici dans ce fichier mon script, bien que ma fonction ne soit pas définie directement dans ce fichier. Donc là, je vais faire mon module, point. Donc le point, c'est pour aller chercher quelque chose à l'intérieur de mon module. Donc là, je vais aller chercher la fonction table de multiplication, et je vais lui passer comme argument donc un nombre, donc par exemple 3, et je vais récupérer tout ça dans une variable. Donc ma variable égale mon module point table de multiplication 3, et je vais faire un print de tout ça, et on va regarder ce que ça donne. Donc là je lance mon script, et là on a bien 3 fois 5, donc qui est égal à 15, donc tout marche parfaitement. Alors là, le petit truc qui peut nous rebooter un peu au début, c'est de voir toute cette longue ligne ici, donc c'est un peu long. Alors il faut savoir que nos modules, on peut leur assigner en fait un nom un petit peu plus court pour que ce soit plus pratique. Donc là par exemple, je veux dire importe mon module en tant que mode par exemple. Et donc là, à chaque fois que je veux utiliser mon module, à la place d'utiliser le nom mon module ici, je vais pouvoir remplacer ça par mode, et ça va marcher pareil. Vous voyez, je relance mon script et ça m'affiche bien 15. Donc ça peut être pratique quand on a des noms de modules qui deviennent un peu longs et complexes, on peut les importer en tant que mode par exemple, ou que n'importe quoi, donc de plus court, qui va un peu simplifier notre code. Donc avec ça, on peut aller encore plus loin, on peut carrément importer seulement certaines fonctions qui sont contenues dans notre module. Donc là par exemple, imaginons que je veuille simplement importer la fonction table de multiplication pour ne pas surcharger ici mon espace de travail, puisque quand on importe notre module ici, donc si je fais import my module ici, eh bien il va importer toutes les fonctions qu'on va avoir dans notre module. Donc là si on veut juste dans ce script ici utiliser la fonction table de multiplication, on peut utiliser une autre syntaxe qui est from mon module, donc depuis mon module, importe table de multiplication, et là on peut réutiliser le as ici pour lui donner un nom plus court. Donc je vais l'importer comme tm, et donc là à la place de mode.table de multiplication ici, on va tout simplement utiliser tm. Donc vous voyez que c'est très très court,
On enregistre, on relance, et là vous voyez que ça nous redonne le résultat, donc 15, donc tout marche bien. Et donc vous voyez qu'ici, depuis notre module, donc from mon module, on a importé seulement la fonction table de multiplication, et on l'importe en tant que tm, donc ce qui va nous permettre tout au long de notre script ici, d'afficher des tables de multiplication en mettant tm et ce qu'on veut afficher ici. Donc là, bon, c'est pas vraiment une table de multiplication, hein, c'est vraiment juste le nombre ici, mais bon, vous comprenez le principe. Donc voilà pour cet aperçu des modules. Donc ça vous permet de voir qu'on n'est pas obligé d'avoir tout notre code dans un script. On peut vraiment segmenter notre code en plusieurs scripts et importer seulement ce qu'on veut dans un script final comme un master qui va vraiment aller puiser dans tous nos petits fichiers ce dont on a besoin pour faire des opérations et donc pour y voir plus clair dans notre code. Donc maintenant qu'on a vu les modules, on va voir les classes. Donc les classes, c'est un autre aspect très important de la programmation qui va être très pratique par la suite. Alors avant de passer concrètement dans les classes, je vais devoir vous expliquer donc le concept de la programmation orientée objet. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cette programmation orientée objet? Il n'y a pas vraiment de définition exacte, précise, et donc je vais essayer de vous l'expliquer avec des exemples assez concrets de la vraie vie, puisque un objet en programmation ressemble pour beaucoup à un objet dans la vraie vie. Donc par exemple, disons que j'ai un ballon, le ballon va être rouge, il va avoir un diamètre par exemple, donc de 10 cm, et donc un objet, qu'est-ce que c'est au final? C'est quelque chose qui a des attributs, quelque chose qui a un nom, une taille, une couleur. Donc un objet peut être une personne peut être un objet en fait. Donc une personne va avoir un prénom, une personne va avoir une taille, va avoir une couleur de peau, va avoir ou non des cheveux. Donc tout ça c'est des paramètres, des attributs qui vont appartenir à cet objet. Et donc c'est ça en fait qu'on va avoir en Python. Donc par exemple on va avoir une sphère qu'on va créer en 3D et la sphère va avoir des attributs. Donc par exemple elle va avoir une position en X, une position en Y, une position en Z, elle va avoir une taille, etc. Et c'est à ça que ça va nous servir, la programmation orientée objet, ça va nous servir à accéder en fait à tous ces attributs de façon très facile et au niveau du code beaucoup plus logique et beaucoup moins longue à écrire. Donc par exemple ici j'ai un petit exemple dans Maya. Donc là j'ai pas ouvert Maya, c'est juste pour vous montrer les lignes de code rapidement. Donc un exemple pour bouger une sphère. Donc dans Maya en fait on a deux systèmes. On a le langage de base qui est le langage MEL et le Python et le PyML. Donc on a un peu beaucoup de langages dans ce logiciel, mais il faut savoir que le MEL n'est pas un langage donc orienté objet, alors que le PyML l'est. Donc là, avec la programmation orientée objet, donc pour bouger une sphère, eh bien, on va tout simplement dire à notre sphère de changer sa position X et de la mettre égale à 5. Donc là, on accède à notre sphère, on accède à son paramètre de position X, et on lui dit que maintenant il est égal à 5. Sans la programmation orientée objet, pour bouger une sphère, on va devoir utiliser des fonctions comme setAttribute, lui donner le nom de la sphère, lui donner le paramètre qu'on veut modifier, et ensuite lui indiquer la valeur qu'on veut lui assigner. Donc sur un exemple comme ça peut paraître assez bizarre. On peut se dire ok, c'est plus logique de dire ok, je veux changer l'attribut en mettant un set attribute, c'est peut-être plus clair avec tout ça où on a le nom, la position, etc. Mais vous allez voir que sur des exemples plus complexes avec la programmation orientée objet, donc ici ça simplifie grandement la lecture de notre code et le nombre de lignes qu'on va avoir à écrire. Donc sans la programmation orientée objet, vous voyez qu'il faut par exemple définir ici une sélection, ensuite trouver les shapes qui correspondent à cette sélection, donc réutiliser nos variables qu'on a ici, ensuite trouver les connexions, et ensuite par exemple changer le radius ici pour 3 avec un set attribute ici comme on a vu ici, plus haut. Donc avec la programmation orientée objet, donc on a ce concept, donc avec les petits points ici, on va accéder à chaque fois à quelque chose à l'intérieur de l'objet. Donc là on va prendre l'objet sélectionné, on va utiliser une fonction qui va nous retourner la shape, on va prendre les inputs, on va prendre le radius et on va lui donner une valeur de 3. Donc vous voyez que avec un exemple comme ça,
plutôt que d'écrire 4 lignes et de plus vraiment savoir ce qu'on fait à la fin, on a tout en une seule ligne, c'est beaucoup plus clair et ça permet vraiment d'accéder à des attributs, des fonctions, des paramètres qui sont vraiment beaucoup plus loin dans notre objet en une seule ligne. Donc voilà un peu pour la programmation orientée objet. Donc on va voir tout de suite avec les classes comment on peut créer un objet, comment lui donner par exemple un nom, une taille, etc. Et vous allez voir à quel point c'est très pratique. Alors on va entrer dans le vif du sujet avec les classes. Donc pourquoi les classes? Parce que les classes c'est ce qui va nous permettre de créer des objets. Alors comment on fait une classe en Python? C'est très simple. On entre le mot classe et on donne un nom à notre classe. Donc moi je vais l'appeler ma classe. Donc pourquoi je mets des majuscules ici? Donc ça c'est une autre convention de Python. C'est une convention souvent utilisée, donc c'est le Studley Caps, donc à savoir que sur chaque mot on va mettre une majuscule. Donc là je vais par exemple mettre ma classe de débutant, comme ça. Donc là sur chaque mot je mets une majuscule. Donc ça c'est pour le nom de ma classe. Et qu'est-ce que je fais? Je mets 2 points après pour créer ma classe. Donc là pour l'instant je vais rien mettre dedans. Je vais mettre pass. Donc là je vais avoir une classe vide sans rien. Et pour voir si ça marche, je vais créer un objet. Donc je vais créer une variable, donc mon objet. Et je vais lui dire qu'il est égal à ma classe. Comme ceci. Donc là on met des parenthèses comme pour les fonctions à la fin. Donc mon objet égale ma classe, parenthèse. Et là, on va faire un print de mon objet. J'enregistre et je lance. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit bien qu'il a trouvé ma classe qui est stockée dans la mémoire. Donc la classe existe. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors maintenant, on va voir donc comment créer des paramètres pour mon objet. Donc comme le nom, la taille, etc. Alors pour faire ceci, on va utiliser une fonction qui est assez spéciale dans les classes, qui est la fonction init, qui va nous permettre d'initialiser certaines choses dans notre classe. Donc c'est une fonction, donc on la définit avec le mot def, et cette fonction, donc on va la définir par 2 underscore, donc tiré du bas, init, 2 autres underscore, les parenthèses, les 2 points comme pour toutes les fonctions, et on a notre fonction init qui est créée, donc qui va nous permettre d'initialiser nos variables, nos paramètres par défaut. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre en argument à cette fonction? On va lui mettre un premier argument qui est un argument qui s'appelle self. Donc, pourquoi self? Donc ça, c'est vraiment aussi une convention qui est très utilisée, qui est utilisée à 99,9%. À chaque fois, pour définir le premier argument, ce sera toujours self qui sera utilisé. Donc self, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la classe elle-même. Donc on a besoin de cet argument pour référer à la classe dans laquelle on est. Donc là, à l'intérieur de cette fonction, je vais pouvoir créer mes variables avec ce self. Donc je vais lui dire self, donc c'est toi-même. Et je vais créer une variable qui s'appelle nom, à laquelle je vais assigner une chaîne de caractères, donc que je vais appeler Pierre. Donc là, notre classe elle-même, donc self, a une variable nom qui est égale à Pierre. Et donc là, si je fais un test et que je fais print mon objet .nom, comme ceci, je lance mon script et là j'ai bien Pierre. Donc là, mon objet que j'ai créé en faisant une instance de ma classe ici, a bien un attribut nom qui est égal à Pierre. Donc ça c'est très pratique puisque vous voyez que comme cela, on peut, avec le petit point ici, accéder à certains paramètres de mon objet. Donc là, on peut imaginer mettre autre chose, comme self.taille égale 50. Et cette fois-ci, je vais pouvoir faire un print de la taille de mon objet, donc taille. Et là, on a bien Pierre et 50. Donc on va pouvoir créer dans cette fonction init plein de variables qui vont avoir des valeurs et donc qui vont être assigné à mon objet. Donc mon objet va avoir un nom, mon objet va avoir une taille et on va pouvoir y accéder comme ceci avec le point. Donc on va pouvoir accéder à la taille de mon objet, au nom de mon objet, etc. Alors avant d'entrer dans les détails et de faire un exemple pratique pour les classes, je vais vous parler des docstrings. Donc qu'est-ce que c'est que les docstrings? Ça va être une zone de texte donc, qui va être délimitée par 3 guillemets comme ceci, dans laquelle on va indiquer à quoi servent nos classes, nos fonctions, etc. Donc
je vais ouvrir ici idle, donc qu'on a vu dans le premier tutoriel, qui va me permettre de créer une fonction et d'afficher l'aide de cette fonction. Donc là, je vais créer une fonction toute simple, donc def ma fonction. Dedans, je vais mettre un docstring, donc je vais dire ceci est une fonction d'exemple. Donc là, je définis à quoi va servir ma fonction. Je vais mettre des prints, donc par exemple print bonjour, print bonsoir, comme ceci. Et je valide, donc j'appuie sur entrée pour mettre cette fonction dans la mémoire. Et là, je vais faire un help, donc j'entre le texte help, donc qui veut dire aide en français, et je vais lui passer ma fonction comme ceci, faire un entrée, et là vous voyez que tout ce que ça m'affiche, c'est le nom de ma fonction et mon docstring, donc ça m'affiche pas les prints et tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ma fonction, ça m'affiche uniquement le docstring que j'ai mis ici. Donc pourquoi ça va être très pratique? Et bien tout simplement puisque quand on va avoir un grand fichier Python et qu'on veut rapidement savoir ce que fait une fonction, on va pouvoir utiliser par exemple cette fonction help pour savoir, grâce à notre docstring, à quoi sert telle ou telle fonction. C'est une bonne méthode aussi quand vous travaillez à plusieurs ou que vous allez publier votre code, comme ça les gens peuvent rapidement savoir qu'est-ce qui sert à quoi. Un autre truc qu'on peut utiliser, c'est directement faire ma fonction, point, et utiliser le doc comme ceci. Donc là, si je fais entrer, ça vient m'afficher uniquement le docstring. Donc là, j'ai directement accédé à ma docstring avec la variable ici doc, qui m'affiche directement ce que j'ai ici dans ma fonction sans me dire quelle est ma fonction puisque je l'ai directement cité ici. Donc deux manières d'accéder au docstring qu'on a dans nos fonctions et nos classes. Alors, premier exercice donc, qui va consister à créer une classe. Donc, qui, comme je vous le disais, va consister en une banque qui va permettre d'ajouter des clients, donc qui vont avoir un nom et qui vont avoir un certain montant d'argent dans leur compte en banque. Donc, cette classe va nous permettre de créer un objet. L'objet va être une personne et cette personne va avoir des attributs, à savoir un nom et une balance. Donc, je vais commencer par créer ma classe. Donc, je vais dire classe banque. Je mets mes deux points et tout de suite je vais définir ma fonction init avec mon self et à l'intérieur je vais créer deux variables, donc la variable nom, donc self.nom, je vais lui dire que c'est égal à rien pour l'instant mais je vais quand même mettre deux guillemets ici pour lui indiquer que ça va être une chaîne de caractères. Et je vais faire la même chose avec la balance, donc qui va être leur compte en banque, l'argent qu'ils vont avoir dans leur compte en banque, et je vais lui dire que c'est égal à 0, donc puisque nos clients vont commencer avec 0 euros ou dollars en banque. Alors avant toute chose, je vais écrire un docstring, donc je vais mettre 3 guillemets comme ça, et je vais dire on crée deux variables, nom et balance. Donc on n'est pas obligé de le mettre. Là, je vous dirais que c'est tellement évident ce qu'on fait ici qu'on n'est pas obligé de mettre quelque chose d'aussi évident. Là, je vais le mettre pour vous montrer la mise en pratique des docstrings. Après, faut vraiment doser hein, quand on a vraiment quelque chose qui est très évident comme le nom, la balance, tout ça. On n'est pas obligé de le mettre, donc là, je vais le laisser. Mais après, vous verrez dans d'autres tutoriels, quand on va faire des programmes beaucoup plus complexes, que c'est quelque chose qu'on ne mettrait pas forcément. Donc là, après, c'est à vous de juger qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas pour les gens qui vont lire votre code après, incluant vous-même. Donc là, on a deux variables et donc on va pouvoir tester notre initialisation. Donc je vais créer une personne 1, donc qui va être en fait un client 1, donc client 01. J'initialise donc la classe, donc je crée une instance de la classe, donc client 1 égale banque. Pour l'instant, rien ne se passe, mais là, je vais avoir donc un nom vide et une balance de 0. Donc mon client ne va pas avoir de nom et il va avoir 0 $ en banque. Donc je vais commencer par donner un nom à mon client. Donc je vais dire client.nom égale Pierre. Et je peux choisir de lui ajouter un montant par défaut. Donc je suis sympa, la banque offre par défaut 10 $. Donc je vais lui dire que la balance est égale à 10. Et donc là, si on fait un print, on peut printer le nom et la balance
de notre client numéro 1. Donc là, j'ai fait tout ça, je sauvegarde, je lance, et là, on a bien notre premier client qui s'appelle Pierre et qui a 10 $ en banque. Donc vous voyez qu'on crée des variables qui vont être initialisées donc, par défaut. Donc on instancie, ici on fait une instantiation de notre classe dans client 1. Donc client 1 devient un objet qui a un nom, qui a une balance, et donc qu'on peut modifier. Donc on peut donner un nom et on peut donner une balance de départ à notre client. Alors petite précision, ici vous voyez qu'on a créé une instance de notre classe dans client et qu'après on a associé la chaîne de caractères Pierre au nom, mais on pourrait aussi directement venir ici déclarer deux attributs, donc un attribut nom et un attribut balance, et lui dire directement que le nom va être égal à ce qu'on va lui passer ici en argument, pareil pour la balance, et du coup on pourrait directement quand on crée notre classe ici, lui spécifier le nom et la balance qu'on veut. Donc là, je supprime ça et je lui dis directement, quand je crée mon objet, que je veux un nom, donc Pierre, et une balance de 10. Donc j'enregistre, je relance, et là vous voyez que ça marche pareil. Donc c'est deux façons de faire. On peut vraiment passer en argument directement quand on crée notre objet les valeurs par défaut, ou alors les définir après comme on l'a vu tout à l'heure. Alors maintenant qu'on sait que notre classe marche bien, on va pouvoir ajouter d'autres fonctions à notre classe. Alors petite précision, les fonctions qu'on ajoute dans des classes ne s'appellent pas vraiment des fonctions mais des méthodes. Donc ça c'est vraiment la convention aussi qui est utilisée au niveau des noms. Donc toutes les fonctions qu'on va créer dans notre classe banque vont être des méthodes. Donc ça va toujours être défini comme quand on faisait des fonctions individuelles, donc dans des fichiers comme ça. Si je viens faire une fonction ici, c'est toujours def, donc c'est def par exemple ajouter argent. Mais donc dans ce cas-là, quand ça va être dans une classe, on va appeler ça une méthode. Donc la méthode ajouter argent qui va nous permettre d'ajouter de l'argent au compte en banque de notre client, qui va avoir comme premier argument self, donc qui va nous permettre de référer à la classe elle-même et d'accéder à des variables comme le nom et la balance du client. Donc self, et la deuxième variable, donc le deuxième argument qui va être montant, donc qui va être égal au montant d'argent qu'on va ajouter au compte en banque. Donc ajouter argent, self montant. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la balance, donc self.balance. Donc là, vu qu'on a défini self ici, il va bien réussir à récupérer la balance ici, donc qui va être 2 zéros par défaut. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va lui ajouter le montant qu'on aura défini quand on va appeler cette méthode ici. Donc self.balance plus égal montant. On va faire un petit print pour indiquer ce qu'on fait quand on va appeler cette méthode. Donc on va dire vous avez ajouté, là on va insérer une première variable, $, donc vous avez ajouté tant de dollars, donc là on va mettre la variable montant au compte de, je vais mettre au compte en banque de, et là on va mettre 1, et on va faire un format, donc point format, et comme variable on va lui mettre le montant et le nom, donc self.nom. Donc vous voyez qu'avec ce self, avec cet attribut self, on va pouvoir accéder à toutes les variables qui vont être contenues dans notre classe, peu importe la méthode dans laquelle on est. Donc j'ajoute le montant, j'ajoute le nom, donc vous avez ajouté tant d'argent au compte en banque de telle personne. Donc je sauvegarde et je vais faire un petit test. Donc client 01 égale banque, donc on fait une instantiation de notre classe et on va définir donc le nom, donc Pierre. Par défaut, on va dire qu'il a 0 $ dans son compte en banque, donc on ne va pas modifier la balance par défaut. Par contre, on va lui ajouter par la suite de l'argent. Donc là, il a son salaire qui est arrivé, donc on va dire client1.ajouter argent. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner le montant à ajouter, donc on va lui donner par exemple 50 $. On sauvegarde, on lance. Là, qu'est-ce qu'il me dit? L'objet n'a pas d'attribut argent. Alors là, je me suis planté, j'ai oublié de mettre nom, donc on va ajouter un nom, donc client.nom égale Pierre. Là, on ajoute de l'argent, on relance, et là, ça marche bien. Donc vous avez ajouté 50 $ au compte en banque de Pierre,
Et donc si on fait un petit print, donc on peut faire print client.balance. On relance et là vous voyez que donc on a bien la balance qui est égale à 50 $. Donc vous avez ajouté 50 $ au compte en banque de Pierre et la balance est donc maintenant égale à 50 $. Donc tout marche correctement. Donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? On va faire une autre fonction qui va ressembler à celle-là. Donc je fais un copier-coller. Je veux dire retirer argent. Je fais la même chose, donc self montant ici, tout est pareil, sauf que à la place d'ajouter, je vais enlever, donc self.balance moins égale montant, et je vais dire vous avez retiré tant de dollars au compte en banque de Pierre, donc tout ça, ça reste pareil. Et plutôt que de faire un petit print client balance ici comme ça, je vais faire quelque chose d'un peu plus propre ici. Je vais faire une fonction afficher balance avec juste l'attribut self. Et je vais faire un print qui dit telle personne, donc 0, ça va être le nom de la personne, a tant d'argent, donc là on va afficher la balance, donc a tant d'argent dans son compte en banque. Je fais un format, et là-dedans je lui dis donc le nom et la balance. Donc ça va me permettre d'afficher que telle personne, donc self.nom qui va se mettre à la place de 0 ici, a tant d'argent, donc là on va afficher la balance, donc l'argent total qu'il a dans son compte en banque, qu'on va afficher comme ceci, et donc je peux appeler donc client 01, je peux appeler cette méthode avec afficher balance comme ceci, on relance, et donc là vous voyez que tout marche correctement, on a ajouté 50 $ au compte en banque de Pierre, Pierre a 50 $ dans son compte en banque, et donc là ça va être très pratique, puisque maintenant que tout ça c'est fait, que tout ça s'est créé une fois, et on va pouvoir créer plusieurs clients qui vont chacun avoir une certaine somme d'argent dans leur compte en banque. Donc là, je peux faire par exemple client 01 égale banque, client 01.nom égale Pierre. Ensuite, créer un autre client, donc client 02. Je crée une nouvelle instance. Client 02, cette fois, son nom, ça va être Jacques. Un client 03. Donc je crée autant d'instances que je veux. Et donc là on va avoir Pierre, Paul, Jacques qui vont chacun avoir un compte en banque. Et donc on va pouvoir modifier leur compte en banque directement. Donc dire par exemple que le client 3, on va lui ajouter 50 $. Que le client 2, on va lui ajouter 20 $. Et que finalement le client 3, on a décidé de lui retirer de l'argent. Donc là on va lui retirer de l'argent, on va lui retirer 20 $, et on va afficher le compte en banque, donc afficher la balance du client 3. Donc là on lance notre petit script, et là tout marche correctement. Donc on a ajouté 50 $ au compte en banque de Paul, on a ajouté 20 $ au compte en banque de Jacques, on a retiré 20 $ au compte en banque de Paul, et donc combien Paul a dans son compte en banque? Il a 30 $, donc 50 moins 20, donc tout marche correctement. On peut maintenant créer autant d'utilisateurs qu'on veut grâce à cette petite classe ici, donc qui est assez basique, mais qui vous montre à quel point c'est puissant, à quel point on va pouvoir après en 3D, par exemple dans Maya, créer des objets, leur donner des attributs et modifier ces attributs avec une classe de Python. Alors dans une prochaine partie, je vais vous lancer un petit défi en vous demandant à partir de ce programme, donc de cette classe, de pouvoir demander à l'utilisateur, donc comme on a vu avec le input précédemment dans le premier tutoriel, on va demander à l'utilisateur de rentrer des noms de clients avec une valeur par défaut pour leur compte en banque, et on va essayer de récupérer tout ça dans une liste. Donc avant de vous lancer là-dessus, il faut que je vous parle des dictionnaires. Donc, parce qu'avec une liste, on peut stocker uniquement une seule valeur. Donc on peut juste avoir par exemple Pierre, Paul, Jacques, Marie, etc. On peut juste avoir leur nom et on ne peut rien leur associer. Alors qu'avec les dictionnaires, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir avoir un nom, donc par exemple Pierre, et on va pouvoir lui associer une classe, donc un objet. Donc on va pouvoir dire on a Pierre, et Pierre il a son objet qui est donc son compte en banque avec son argent, etc.
ce qu'on ne peut pas faire avec les listes. Alors pour définir notre dictionnaire, donc on va faire comme pour les listes, les variables, etc. On va créer son nom, donc mon dictionnaire, et on va dire qu'il est égal à des accolades comme ça. Donc là, à l'intérieur de ces accolades, on va avoir des clés et des valeurs. Donc pour chaque clé, on a une valeur qui est associée. Donc là, par exemple, je vais dire que on a la clé Pierre, à laquelle on va associer donc une certaine valeur, donc par exemple de l'argent, donc on va lui dire qu'il est à 50 $. Donc maintenant, à la clé Pierre, pardon, j'ai associé la valeur 50 et je vais pouvoir faire ça pour plusieurs personnes. Donc je vais pouvoir dire Paul, lui, donc la clé Paul va avoir comme valeur 20 et la clé Jacques va avoir comme valeur 30. Donc là, je mets des chaînes de caractères ici et des nombres ici, mais ça peut être n'importe quoi, hein. On peut bien sûr mettre par exemple un nombre, donc on peut dire que au nombre 2, on va associer le nombre 50, etc. Donc c'est pas obligé d'être des chaînes de caractères et des nombres, ça peut être vraiment n'importe quoi. Il faut juste bien se rappeler qu'on a une clé, donc quelque chose à laquelle on assigne quelque chose d'autre. Donc Pierre auquel on assigne le nombre d'argent qu'il va avoir, donc 50. Donc là maintenant je vais pouvoir faire un print et lui dire affiche-moi la valeur de telle clé. Donc là je lance et là il m'affiche bien 50, donc il me dit que la clé Pierre pardon ici est égale à 50, donc je peux faire pareil avec Paul. Je relance, là il me dit 20, etc. Et donc on peut aussi faire une boucle, donc on peut faire une boucle à l'intérieur de mon dictionnaire. Donc pour i dans mon dictionnaire, on va faire un print de i, je relance, donc là il me dit qu'il y a une... Ah oui, j'ai oublié pour i in my dictionnaire, ok, donc je relance, désolé pour la petite faute, je relance et là il me donne donc Jacques, Paul, Pierre. Donc là on va avoir les clés, donc pour chaque clé dans mon dictionnaire je vais imprimer i. Si on veut les valeurs, eh ben, on va faire mon dictionnaire et là on va lui dire d'imprimer la valeur qui est égale à i. Donc j'enregistre, je relance, et là on a bien Paul qui a 20, Jacques qui a 30 et Pierre qui a 50. Alors, petit truc à noter aussi, c'est que les dictionnaires vont toujours être ordonnés. Donc là vous voyez qu'il ne m'a pas affiché Pierre 50, Paul 20 et Jacques 30, il m'a affiché Paul 20, Jacques 30 et Pierre 50. Tout simplement parce qu'il a trié, donc il a ordonné mon dictionnaire. Un dictionnaire est toujours ordonné, donc là on a bien 20, 30 et 50. Donc petite chose à retenir très importante. Aussi, là vous voyez qu'on a fait pour i dans mon dictionnaire et après on a imprimé i et mon dictionnaire i. On peut faire autre chose, on peut faire pour i dans mon dictionnaire keys. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? Il va assigner à i à chaque fois les clés, seulement les clés. Donc là je vais faire un print de i, je relance et là on a juste les clés. Si je veux les valeurs, eh bien à la place de keys je mets values, je relance et là on aura juste les valeurs. Si on veut les deux en même temps, donc les clés et les valeurs, on peut utiliser items comme ça, mais là il va nous retourner deux informations, donc il faut qu'on lui donne deux variables ici pour pouvoir retirer à la fois les clés et les variables. Donc on va lui dire pour key et value in my dictionary item, on va afficher print key et print value, on sauvegarde et là vous voyez qu'on a la même chose, donc Paul 20, Jacques 30, Pierre 50. Donc items ici avec deux valeurs qui vont nous permettre de retourner à la fois les clés et les valeurs. Pour finir, ici j'ai créé un dictionnaire directement avec des valeurs. Si jamais vous voulez par la suite, et c'est ça qui va nous être utile dans le petit défi que je vais vous lancer, on va créer un dictionnaire vide et on va lui assigner des valeurs par la suite. Donc je vais dire par exemple mon dictionnaire, et là je vais lui dire Pierre, et je vais lui associer une valeur, donc par exemple 50. Et donc là, si je fais un print de mon dictionnaire Pierre, on va bien retrouver 50. Donc ça, c'est la manière d'assigner une valeur à une clé. Donc plutôt que par exemple dans les listes où on faisait un append, là vous vous souvenez si on a une liste comme ceci, pardon, voilà, une liste et qu'on veut ajouter quelque chose à la liste, donc là je vais dire ma liste.
égale, donc là je la remplis de rien, donc c'est une liste vide. Et donc on faisait un malist.append et là on ajoutait quelque chose à ma liste. Donc là par exemple Pierre. Donc là on utilisait cette fonction append pour ajouter quelque chose à ma liste. Dans les dictionnaires, donc c'est différent puisque c'est des clés et des valeurs. Donc il faut déjà créer une clé. Donc on la crée tout simplement en mettant la clé ici et en lui associant une valeur. Donc mon dictionnaire, la clé qu'on veut créer, égale telle valeur. Et après on peut afficher donc la valeur de cette clé. Alors nous voilà au petit défi, donc un petit exercice que je vous demande de faire. Je vais vous donner la solution par la suite, mais je vais vous dire à quel moment faire pause pour essayer par vous-même de faire ce petit programme. Donc je vais vous donner des indices, je vais vous donner des pistes et à partir de ça, je veux que vous créiez ce petit programme. Donc ce programme qui va me demander le nom d'un client. Donc je vais dire que je veux que mon premier client s'appelle Pierre et que son solde de départ soit de 50 $. Ensuite, le programme va me demander si je veux ajouter un autre client, donc je vais lui dire oui. Et je vais faire pareil avec Paul qui va avoir 20 $ et avec Jacques qui va lui avoir 100 $. Là, je lui dis que je ne veux pas ajouter d'autres clients. Et une fois que j'ai passé cette étape, il va me ressortir la liste des clients de ma banque en étant capable de me donner le nom de chaque client associé à sa solde, donc à son compte en banque. Donc tout ça, ça va être possible de le faire avec tout ce qu'on a appris depuis le premier tutoriel, donc à savoir les boucles, les inputs. Donc là, je vais vous faire une petite liste de ce qu'il va vous falloir. Donc les boucles, le input qu'on a vu dans le premier tutoriel pour demander des informations à notre utilisateur. On va avoir les dictionnaires, donc qu'on vient de voir dans la leçon d'avant. Et on va avoir tout simplement des prints et l'utilisation de la classe donc qu'on a définie ici. Donc la classe c'est exactement la même, il n'y a rien de plus. On n'utilise même pas vraiment en fait ces méthodes ici. Ça va vraiment uniquement se passer dans le nom et la balance puisqu'on n'ajoute ni ne retire d'argent en plus. Donc les boucles, les inputs, les dictionnaires. Et pour vous donner une petite idée de la longueur du code, il y a à peu près 14 lignes, donc dépendamment du nombre de prints que vous allez mettre dans le programme, il y a entre 10 et 15 lignes, je dirais, à écrire pour faire ce petit programme. Donc c'est pas énorme, réfléchissez bien à tout ce qu'on a vu, au dictionnaire, c'est vraiment les dictionnaires qui vont nous permettre de stocker tout ce qu'on va créer, donc les clients, tout ça, qui vont nous permettre de stocker les classes. Donc là, je vous donne pas mal d'informations. Donc faites pause à ce moment précis, une fois que j'aurai fini mon baratin, faites pause et essayez de faire vous-même ce petit exercice et je vous reviens tout de suite avec la solution, donc bonne chance. Donc me voilà de retour avec la solution. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour vous et que vous avez au moins réussi à faire les bases. Peut-être que vous n'avez pas tout réussi, mais au moins avec les dictionnaires, j'espère que vous avez réfléchi un peu et que vous avez commencé à trouver un début de réponse. Là, je vais voir avec vous précisément tout ce qu'on va faire et comment on va utiliser les dictionnaires de manière très astucieuse pour récupérer, pour sauvegarder en fait toutes les informations de nos clients. Alors la première chose à faire, c'est de créer un dictionnaire. Donc je vais créer un dictionnaire client vide. Donc je mets juste des accolades sans rien dedans. Donc c'est ce dictionnaire qui va me permettre de récupérer la liste de mes clients. Ensuite, je vais créer une variable continuée. Je vais lui dire oui. Donc ça va être la variable qui va me permettre de faire ma boucle. Donc comme on avait vu dans le premier tutoriel, donc ça va pas changer grand chose. Jusque là vous avez dû y arriver. On va faire un while avec continuer et on va continuer tant que continuer est égal à oui. Donc là je vais venir ici et on va définir continuer avec un input et on va demander à l'utilisateur s'il veut ajouter un autre client. Donc voulez-vous ajouter un autre client? Oui ou non, comme ceci.
Donc là, on a notre structure de base, on a notre dictionnaire ici qui est vide, on a notre variable continuer, et on va demander à l'utilisateur s'il veut continuer. S'il met non, on sort de la boucle et là, on affiche la liste de nos clients. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va récupérer le input, donc le nom et le montant de l'utilisateur. Donc dans la variable nom, on va faire comme pour continuer, on va faire un autre input et on va demander à l'utilisateur de saisir. Alors saisissez le nom du client comme ceci. Donc là, on va lui demander de saisir un nom. On va récupérer ce nom dans la variable nom et on va demander un montant donc de la même manière. Donc saisissez son solde de départ comme ceci. Et maintenant, donc, on va ajouter des valeurs à notre dictionnaire. Donc c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc bravo si vous avez réussi cette partie. Donc on va utiliser notre dictionnaire client et on va créer une clé. Donc la clé, quelle valeur elle va prendre? Donc ça va être une clé qui va s'appeler nom, donc qui va être égale donc au nom qu'on a récupéré ici, et qui va prendre comme valeur une instance de notre banque. Alors c'est là la petite astuce, c'est que on va associer à la clé qui correspond au nom, donc à par exemple Pierre, on va associer une instance de notre classe ici. Donc ça veut dire que cette clé ici, la clé Pierre du dictionnaire, va être égale, donc sa valeur va être égale à la classe. Donc ça veut dire que la valeur de cette clé ici, on va pouvoir l'utiliser pour récupérer le nom, la balance, pour ajouter de l'argent, retirer de l'argent, etc. Donc en fait, cette valeur va être notre objet. Et donc maintenant, il nous suffit de prendre le nom ici. Donc on va récupérer la valeur ici. On va lui dire de prendre le nom, donc le nom qu'on a ici, qu'on a défini dans notre banque. Et on va lui dire que ton nom est égal au nom qu'on a saisi ici. Donc là, ça fait beaucoup de noms à la suite. Mais donc, il faut bien comprendre que ici, on a notre clé qu'on a définie, donc qu'on a instanciée avec la banque. Et donc maintenant, dans cette clé ici, on va avoir accès à tout ce qu'on a dans notre classe ici. Donc on va avoir accès au nom et on va tout simplement faire comme on a fait dans les tutoriels précédents, on va lui assigner une nouvelle valeur. On va faire la même chose avec la balance, donc client nom. Donc là ça va être notre client actuel. Point balance égale montant. Et donc là, on change la valeur de cette variable ici, qui est associée à mon objet actuel, donc le client et le nom qu'on lui a donné, et on lui donne comme balance par défaut le montant qu'on a entré, donc qu'on a récupéré ici. Donc là, on va stocker dans notre dictionnaire plusieurs clés et valeurs, et donc chaque clé va avoir donc le nom, donc Pierre par exemple, et va avoir l'instance ici banque. Donc on va faire un petit print pour vous montrer tout ça et vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Et donc à la suite de tout ça, on va faire un print de notre dictionnaire. Donc là je vais lancer mon programme. Il va me demander le premier client. Je vais dire Pierre qui a 50 $ et Paul qui a 20 $. Et là, vous voyez ce qu'il m'affiche. Donc il m'affiche le nom, donc Pierre. Donc Pierre, c'est le nom qu'on a entré ici. Donc ça, c'est vraiment la clé. Donc la chaîne de caractères Pierre qui est la clé à laquelle on a associé une valeur. Et la valeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la place en mémoire qu'occupe l'instance de notre classe. Et donc ici, c'est notre objet et c'est pour ça qu'on arrive à accéder à toutes nos variables ici parce qu'on a instancié ici notre classe dans la valeur client nom. Donc on a le nom, donc comme ça on peut savoir à quel nom correspond quelle instance, puisque dans un dictionnaire les clés sont uniques, donc on ne peut pas avoir deux Pierre, on ne pourra pas avoir deux Paul, ils vont être vraiment uniques, et donc ça nous permet de récupérer après par la suite la liste de nos clients et d'afficher leur solde et leur nom
en fonction de ce qu'on a défini avec le user input ici. Donc là maintenant il ne reste plus grand chose. On va faire un print vide pour laisser une ligne d'espace. On va faire la même chose ici. Donc comme ça on va avoir un petit peu plus d'espace. Donc après chaque voulez-vous ajouter un autre client, on met un petit espace. Et à la fin pour ajouter pour afficher la liste de nos clients, on met un autre espace. Et donc là on va faire voici la liste des clients de votre banque. Et on va faire une boucle donc pour client dans client.values. Donc là, on va boucler dans les valeurs, donc on va boucler là-dedans, donc dans les objets qu'on a créés. On va récupérer le nom, donc on va faire un print. On va récupérer le nom, donc dans notre variable. On va mettre 1 ici, donc 0, 1, et donc on va dire telle personne a tant d'argent en banque. On fait un format, et là, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer le nom du client et la balance du client. Donc là, client à chaque fois va être assigné en fait notre objet. Donc notre objet, on va pouvoir accéder à son nom et à sa balance. Donc si je fais un sauvegarder et que je relance, on va ajouter Pierre, on va saisir son solde de départ, on va ajouter Paul, on va saisir son solde de départ, et on va finir avec Jacques. Hop, non, je ne veux pas ajouter d'autres clients, et donc là il me dit voici la liste des clients de votre banque. Donc on a bien Pierre 50 $, Jacques 80 et Paul 20 $. Donc là attention, hein, le nom ici Pierre, on ne l'a pas récupéré à partir du nom ici. On l'a récupéré directement à partir de notre objet, puisqu'on a bien ici spécifié le nom de notre client qui était égal au nom de notre input. Donc là, puisqu'on a nom ici, donc notre variable Pierre, qui est égal au nom qu'on définit ici dans le self, dans la classe, c'est la même chose, mais attention ici, quand on affiche Pierre, c'est bien en allant chercher dans notre objet l'attribut qu'on a défini ici et non en allant chercher la clé du dictionnaire. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est vraiment un principe qu'on va utiliser énormément par la suite, puisqu'on va pouvoir créer plein de choses comme ça. On va pouvoir créer des objets, leur assigner tout ce qu'on veut grâce aux classes, et on va pouvoir récupérer tout ça dans des dictionnaires. Donc ça peut servir pour énormément de choses. On va le voir dans des prochains tutoriels sur Maya, Nuke, etc. Ça va nous être très utile. Donc c'était quand même assez compliqué. Bravo vraiment à ceux qui ont réussi du premier coup. C'est des notions qui sont assez complexes, donc n'hésitez pas à revoir le tutoriel plusieurs fois, à faire des tests vraiment et à y aller pas à pas pour comprendre tout ce que je vous ai expliqué ici. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'aide pour que je vous aiguille dans la bonne direction. Donc voilà pour ce petit exercice. Bravo à tous ceux qui ont réussi sans regarder la solution. Alors voilà pour ce tutoriel. Donc c'était un peu plus compliqué. J'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications, mais il faut savoir quand même que là c'est vraiment des concepts qu'on va utiliser souvent mais qui sont durs d'approche. Donc n'hésitez pas à regarder, à y aller lentement, à revoir la vidéo. Et à vraiment essayer en même temps que je fais les exercices, à les essayer sur d'autres exercices, pas forcément rester tout le temps sur la banque, mais essayer autre chose, essayer de faire plein de petits systèmes comme ça qui vont vous permettre de vous améliorer en pratiquant et en utilisant vos propres exemples, vos propres programmes. Et donc on se retrouve pour les prochains tutoriels sur material.com où on verra vraiment maintenant des applications concrètes dans des logiciels, donc dans Blender, dans Maya, peut-être dans Cinema 4D, Nuke, qui sait. On verra tout ça donc dans d'autres tutoriels. Donc à la prochaine et bye bye.